Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Bâtir ses solutions avec sa communauté. David Princet, président de Binance France. On a déjà lancé pas mal d'initiatives là-dessus et on continue. Le premier, ça a été de lister tous nos wallets publiquement et de permettre aux utilisateurs de voir l'état de la preuve de réserve en live. Ça, c'est le premier niveau. Ce qui permet ensuite, après, d'auditer. Donc nous, on a fait notre étape d'audit interne. On a commencé une audit externe, un premier run. Et là, on est en train de faire un deuxième run. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est que directement sur la plateforme, chaque utilisateur peut bien vérifier où sont ses bitcoins à lui, directement via l'interface sécurité. Ça, c'est, je pense, un niveau individuel qui est intéressant et notable. Binance, c'est un véritable mastodonte en crypto. Ce sont des millions de clients partout dans le monde et une constellation de produits et de solutions qui couvre un éventail de besoins pour des clients extrêmement variés. David nous parle donc de Binance, mais surtout de ce que les équipes sont en train de déployer en France et en Europe. L'ADN de Binance, vous le comprendrez, c'est aussi sa communauté. Qualifiés de Power Users, les utilisateurs quasi professionnels ou les débutants ont à disposition de nombreux outils pour se développer. Cela va des formations au meet-up en passant par toute une série de services autour de la gestion de leur crypto. Nous couvrons bien entendu l'actualité de Binance, de la preuve de réserve, de Mika et du modus operandi de cet acteur incontournable de l'écosystème en Europe. Nous rentrons aussi dans les backstage et voyons comment l'équipe est passée de 1 à 150 personnes en France en l'espace d'une poignée d'années. Enfin, nous finissons sur les relations de Binance avec les acteurs de la finance traditionnelle. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour. Merci de me rejoindre pour venir nous parler de Binance. Et j'aimerais, avant qu'on commence, remercier Arnaud Ventura qui a très gentiment fait le lien avec toi. Merci Arnaud. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter brièvement avant qu'on attaque ? Oui, alors moi, mon parcours, il est assez bizarre. J'étais Binance Angel, ce qui était un peu la communauté des bénévoles de Binance. Je les aidais un peu ça et là pour des traductions quand ils étaient vraiment en train de s'internationaliser. J'étais un peu dans la blockchain, je voyageais et en même temps j'aidais les projets français à se faire connaître par les différents VC et aussi les différentes institutions de la blockchain un peu dans le monde. Et on m'a donné la possibilité de prendre le poste de directeur France de Binance. Alors c'était directeur de moi-même au départ. En quelle année ? C'était début 2021. D'accord. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de mettre en place vraiment une structure. Et voilà, on en est là maintenant et avec tout le monde, avec toute une équipe, dont Arnaud. T'étais en finance avant, ton parcours avant Binance ? Non, pas vraiment. Moi, j'ai plus la track innovation en fait. Ouais, ok. J'avais fait, on va revenir sur le système très français qui est de se présenter par ses écoles. Pas forcément, tu sais, tout le monde n'est pas français sur le podcast, donc te sens pas obligé. Hein. Non, mais ça fera une grille de lecture. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur à Grenoble. Et après, j'ai fait un master à HEC. Ensuite, j'ai fait 3 ans dans le luxe. Plutôt du space monitoring, créer des concepts et lancer des concepts et manager des boutiques, mais dans leur architecture. Ça manquait de digital et j'avais besoin. Et après, j'ai été mentoré par des très bonnes personnes, dont Stéphane Ville, qui était l'ancien directeur commercial France d'Adobe. D'accord. Qui a lancé Photoshop, InDesign, etc. Et on a rejoint Gutenberg Technologies, qui était une boîte de LedTech. D'accord. Voilà. Et j'ai fait 5 ans là-bas en avant-vente, puis ensuite en direction de produits. Et en fait, ce qui m'a toujours drivé, c'est d'innover, de faire avancer, de trouver des solutions un peu plus smart. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, il y a énormément de choses qu'on peut raconter sur Binance. J'aurais aimé que tu dézoomes un petit peu, avant qu'on parle de Binance France particulièrement, et tu reviennes sur l'histoire de ce groupe et la façon dont toi, tu l'as connu et tu l'as vu évoluer depuis sa création. Alors Binance, la première fois où la plateforme a été mise en live, c'était le 14 juillet, si je me rappelle bien, 2017. Moi, j'ai rejoint la plateforme en tant que client le 17 juillet 2017. Elle était en chinois à cette époque-là.
Je me rappelle que j'avais envoyé un message sur Telegram et que c'était Sizi qui m'avait répondu et qui m'avait demandé d'envoyer un message à marketing@binance.com pour la traduire et je l'ai jamais fait et je le regrette. Et en fait, si vous voulez, on a lancé une plateforme d'exchange au début et en 165 jours, on était devenu leader du marché. Et c'était dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on a des équipes qui travaillaient extrêmement fort et extrêmement bien. Le deuxième, c'est qu'en plus, on arrivait à un moment où la blockchain a vraiment pris un ascendant. Donc, on est arrivé pile au bon moment. Le troisième, c'est que dû à cet ascendant, il y avait un vrai problème de capacité à onboarder tous les clients à la fois. Ouais. C'était combien de clients par jour ? T'as une idée ou pas ? Non, je l'ai pas. Enfin, et puis c'était il y a longtemps et j'étais même pas chez Binance. Mais c'était, je sais que sur les chiffres qu'on donnait à peu près sur l'ensemble du marché et qui n'étaient pas à Binance, qui étaient vraiment les chiffres de CoinMarketCap, etc. On était autour de 100 000 personnes par jour. La vache, ouais. Donc KYC de 100 000 personnes, etc. Viens avec. Big challenge. Voilà. Et donc, une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, en fait, vous avez une responsabilité quand vous êtes leader. C'est-à-dire que la course en tête, c'est pas pareil que la course en outsider. Quand on doit mener la voie, on doit faire ses propres choix. Et c'est ça qui est très important. Et je pense que c'est ça la capacité à laquelle Binance est quand même un peu la meilleure. C'est qu'elle est capable de se transcender un peu et de être premier. C'est compliqué. On peut vite s'empâter un peu. Il faut toujours se remettre en cause très fort et là-dessus, on est très humble là-dessus. On n'est pas sûr qu'on sera leader dans 5 ans. Actuellement, Binance est numéro 1 au niveau mondial ? Ouais. Sur le marché des crypto-monnaies, qui est un marché qui, financièrement parlant, c'est une niche pour la finance traditionnelle. Non, c'est clair. Mais au niveau crypto ? Au niveau crypto, leader. Oui, on a beaucoup de parts de marché. Je crois que notre concurrent a 7 fois moins de parts de marché que nous. D'accord. Et comment t'expliques le fait que Binance soit parvenu à prendre une aussi grande part de marché aussi vite ? C'est un moment où en fait la plateforme qui a le plus de liquidité après, c'est la plateforme la plus facile à utiliser. Ouais. Et en même temps, la technologie qui sous-tendait était extrêmement récente et marchait vachement bien. Là où d'autres plateformes avaient une technologie qui avait peut-être 1 an et demi et ne pouvaient pas forcément changer pendant cette transition-là avec un flux important d'utilisateurs. Donc je pense que voilà, c'est une question de timing en fait. Et après... Et d'exécution quand même. Hors de la question de timing. Timing, ça vous donne juste un bon moment. Maintenant, pour l'exploiter, il faut une exécution. Et là où on est extrêmement fort, c'est notre exécution au day-to-day. Et en termes de chiffres, est-ce que tu peux nous donner des chiffres pour resituer le nombre de clients, le nombre de produits, des chiffres, parce que vous avez publié les chiffres de 2022. On a 120 millions d'utilisateurs à peu près dans le monde, ce qui est une bonne étape au niveau de l'adoption, mais on voit qu'on peut en avoir beaucoup plus et que ça va être un vrai challenge. Binance Pay, qui est notre interface avec les marchands et qui permet justement aux gens de dépenser leurs cryptos, c'est l'équivalent, si je me rappelle, de 50 milliards de flux cette année, donc 1 milliard par semaine. C'est quand même notable dans une société de consommation. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal en termes de chiffres. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Non, mais c'est bien. Non, juste pour resituer. Dans l'actualité de Binance, il y a cette suite justement au désastre de FTX, il y a l'importance de la proof of reserve. C'est la preuve de réserve, notamment d'un point de vue stratégique et adoption pour assurer les clients. Comment est-ce que Binance concrètement entend respecter ses engagements d'un point de vue vraiment pratique, opérationnel ? On a déjà lancé pas mal d'initiatives là-dessus et on continue. Le premier, ça a été de lister tous nos wallets publiquement et de permettre aux utilisateurs de voir l'état de la preuve de réserve en live. Ça, c'est le premier niveau. Ce qui permet ensuite, après, d'auditer. Donc nous, on a fait notre étape d'audit interne. On a commencé une audit externe, un premier run. Et là, on est en train de faire un deuxième run. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est que directement sur la plateforme, chaque utilisateur peut bien vérifier où sont ses bitcoins à lui, directement via l'interface sécurité. Ça, c'est, je pense, un niveau individuel qui est intéressant et notable. Mais il va y avoir une étape qui est très intéressante, qui est de toute façon ce qui s'est passé avec FTX. Ça impose à des pays et à des autorités d'apporter de nouvelles règles. Et nous, on va s'y conformer. Et ça, c'est le premier niveau sur lequel qui va être le plus important. C'est quelle est la réponse des autorités face à cet événement-là ?
et comment nous, on s'y accorde de façon immédiate. Alors, il y a un des points que tu parlais qui était l'adoption et l'accélération de l'adoption, puisqu'il y a toujours moyen d'aller chercher beaucoup plus de clients, parce que c'est quand même un marché qui a encore un très très gros potentiel. Hein. Il y a eu des annonces du CEO, CZ, concernant Twitter. Il y a eu, et d'ailleurs, Binance est au capital de Twitter. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, je ne sais pas si tu as l'information, plus précisément ce que ça sous-entend ? Non, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info et moi je m'occupe plus de l'écosystème Binance.com et des écosystèmes blockchain. L'acquisition de Twitter, pour l'instant, voilà. D'accord. Alors, on parlait des écosystèmes, parce que donc, Binance, on pourrait passer, je pense, 5 heures à parler de tout l'écosystème Binance. Vu de l'extérieur, et quand on va sur le site, il y a énormément d'informations. Comment tu pourrais, d'une manière assez synthétique, nous décrire cet écosystème et la façon dont il s'est construit, puisque tu l'as vu quand même, c'est depuis que tu as rejoint Binance et depuis que tu connais Binance, ça s'est vraiment développé de façon extraordinaire. Est-ce que tu pourrais nous synthétiser l'écosystème Binance ? Je ne sais pas si c'est facile. Hein. Non, c'est toute une science. En fait, il y a une catégorie d'utilisateurs que j'appelle les power users qui sont capables de comprendre un peu toute la mécanique de ce genre de plateforme-là et d'en tirer parti. Et c'est ça un peu l'objectif de l'adoption et de l'éducation, hein, c'est d'amener le plus d'utilisateurs à ce genre de rang-là. Ces gens-là, ils vont faire des métiers de ce genre d'utilisation. Et ils le font déjà, où ils ont réussi à accéder à l'indépendance financière via ça. Mais par le prisme de Binance, en fait, si vous voulez, on a commencé en activité d'exchange. Un simple exchange qui permet à des gens d'échanger leurs cryptos contre d'autres cryptos, avec des valeurs stablecoin qu'on connaît, USDT, BUSD, etc. Suite à ça, la blockchain permet plein d'autres usages, le staking notamment, qui permet en fait, au lieu de valider avec de la puissance computationnelle, de valider par des systèmes de vote de personnes qui détiennent des crypto-monnaies. Mais le staking, ça demande des moyens techniques. Si on syndique ça et qu'on donne la possibilité juste aux personnes d'avoir des crypto-monnaies de pouvoir les staker via une interface simple, c'est intéressant. Donc on a sorti ce produit Connect. Et puis après, on a des besoins de la communauté qui nous sont remontés. La Binance Card. Nous, on aimerait bien pouvoir payer jour après jour nos cryptos de façon quasi quotidienne, aller dans la boulangerie, acheter un croissant, lui dire c'est payé en Bitcoin. Ok, donc on y va. Et c'est une évolution du système et des cas d'usage en face d'une communauté qui nous demande des innovations. Et dans un environnement où de toute façon tout est à construire. On ne peut pas faire de la blockchain une économie centrale si on est juste un exchange de crypto. Donc on doit développer tout un écosystème. Ouais. Et ça se fait en partenariat, je dirais, avec la communauté, en quelque sorte. Enfin, en symbiose même, parce que pour moi, le plus grand ADN de cette entreprise et de l'aventure qu'on fait, c'est qu'on est très proche de notre communauté. Ouais. Alors, tu vas peut-être plus maintenant nous parler de Binance en Europe et particulièrement en France. Donc, tu as dit, quand tu avais rejoint Binance, tu étais presque tout seul ou même tout seul. Quelle était l'intention de Binance en s'établissant en France ? Au départ, l'intention, c'était de créer des présences locales. C'est important, justement, d'être au plus près. Le dernier kilomètre est important. Et puis de connaître un peu mieux les zones dans lesquelles elles opèrent. Donc, moi, j'étais là pour localiser un peu le travail. Et très vite, on s'est rendu compte que on était une start-up qui faisait des innovations économiques. Mais on allait avoir un cadre réglementaire qui allait arriver, qui allait nous changer. Et il fallait s'adapter à ce changement-là. Alors avant, c'était trop tôt, et après, ce serait trop tard. Donc c'est comment on s'adapte à ce changement-là, comment on va chercher l'enregistrement, et comment on structure nos activités de la bonne façon. Et ça nous a permis de prendre quasiment un temps d'avance. Justement ce travail-là. Et alors, quand vous êtes arrivé, donc toi tu étais tout seul, tu as recruté une équipe, tu t'es entouré d'advisors, parce que donc, c'est un sujet qui est quand même très nouveau et sensible, sachant en plus que Mika arrive et donc il va falloir se réguler. Comment tu as constitué cette équipe au tout départ ? Au départ, non, je ne l'ai pas constitué. Pendant longtemps, j'étais tout seul et après avec... T'avais ton portable et ton laptop. Ouais. Et ça se passait bien et le but c'était vraiment de faire de la croissance. Au début, tu veux arriver et commencer à dire on va structurer les activités, c'est sympa, mais quel résultat tu rapportes. Ouais. Donc moi au début, je commençais ma semaine le lundi en me disant qu'est-ce que je veux marquer le vendredi, qu'est-ce que je veux dire que j'ai réussi en fait. Okay. Et si c'était pas
atteignable, en fait, j'allais pas le faire. D'accord. C'était du lundi au vendredi. Mais tu étais challengé sur où tu avais vraiment les coups des franges, tu pouvais faire un petit peu ce que tu voulais? On a beaucoup de guidelines. Ouais. On doit opérer tout en conformité avec toutes les règles et de plus en plus. Mais j'avais une relative autonomie sur ce que je voulais faire. La limite, c'était mon imagination au départ. Et après, l'imagination de toute une équipe. Ouais. Et maintenant, c'est plus du tout moi. C'est-à-dire qu'on est passé de t'es tout seul à maintenant, ta performance individuelle Ne compte plus. ne compte plus vraiment. En fait, c'est la performance de tout le monde. Et ça, c'est le plus important. C'est, si tu veux, moi, ce que je suis extrêmement content avec justement le recrutement d'une équipe, c'est que tu passes un flambeau. Et là, c'est critique. Le passage de flambeau, c'est limite mieux que quand j'étais tout seul, bien sûr, et c'est évident. J'imagine. Mais pour moi, ça l'était peut-être pas forcément au départ. Ouais. Mais j'ai une équipe formidable et j'ai des talents de dingue. Alors justement, qui compose cette équipe actuellement? Aujourd'hui, on a plus de 150 personnes en France. Donc on va pas amener tous les noms. Non, etc. tout à fait. Mais dans les grandes lignes, vous avez une partie régulatory conformité, j'imagine. Ouais, on est en train de mettre en place tout ça. Donc on a Stéphanie qui s'occupe du régulatory et qui est l'une des DG. Il y a Christelle qui s'occupe du BD. Il y a Abdelhamid qui s'occupe du marketing. En dessous de tout ça, il y a des équipes vraiment passionnées. Martin, Alex, Marina, je vais me faire taper dessus. Julia, Ambre. Toutes les équipes, on va pas tous les citer. Lucille, Maxence, enfin voilà, il y a des gens, Kelly, il y a des gens passionnés. On a créé une équipe qui est paritaire. Et ça, c'est intéressant. Dans un secteur technologique, normalement, c'est dur. Il paraît que c'est dur d'avoir des talents féminins. Moi, j'ai vu beaucoup d'opportunités parce qu'il y avait beaucoup de profils qui étaient disponibles. Et c'était les meilleurs. C'était pas parce que c'était des femmes. C'est parce que c'était les meilleurs. Et l'objectif de Binance, en s'établissant en France, est-ce que c'est d'opérer, une fois qu'il y aura ce passporting, ces activités en Europe depuis la France? Alors, ça, c'est très loin quand même. Ouais. C'est-à-dire que moi, en fait... C'est bientôt, 2024. Ouais, c'est loin. Enfin, moi, j'ai deux compteurs dans ma tête. Le premier, c'est au jour le jour. Le premier, c'est d'être l'un des plus grands marchés européens. Tous les jours. Sur toutes les lignes de produits, sur tous les éléments, etc. Et d'être l'un des berceaux de l'adoption. La France, elle est très forte à ça. Un fleuron, l'avant-garde. C'est des valeurs françaises. Justement, on en parlait avant d'enregistrer. Mais c'est mon objectif, c'est un fleuron. D'accord. Un fleuron, c'est un mot très français, en fait. Et comment Binance travaille avec les autres pays européens? Est-ce qu'il y a d'autres antennes comme celles que tu as créées en France, un peu partout en Europe? Et quel genre de relation tu tisses avec ces autres antennes? Très bonne. Déjà, quel genre de relation très bonne. Aujourd'hui, on travaille suite à l'enregistrement français. On a eu l'enregistrement en Espagne, en Italie. On en a d'autres qui sont en train d'arriver. C'est un peu trop tôt pour en parler. Et on travaille dur pour ça. Chaque entité régulée se structure. Et le framework français est un peu le framework qui est un peu en avance, donc qui fait quelque chose qui est après appliqué, adapté par les autres pays, et on permet d'ouvrir la voie. Vraiment. D'accord. C'est comme ça qu'on travaille bien. Après, moi, j'ai des points hebdomadaires avec tous les pays, parce que je gère pas que la France, mais parce que j'aide un peu tous les pays, mais le but c'est de rendre autonome tout le monde. On peut pas réussir à avoir la France forte et l'Europe forte si on n'a que la France. Ça doit se structurer, c'est un pour tous. On peut pas avoir un centre. C'est pour ça que la France est au centre, pas vraiment. La France est à l'avant-garde. Ouais. Intéressant. En termes de services, donc on ne va pas regarder à nouveau tous les services en détail parce qu'il y a énormément de services. J'aimerais quand même en reprendre quand même certains sur le volet retail qui concerne le Launchpad et puis la carte. Est-ce que tu peux... Après, tu peux peut-être en prendre d'autres, mais je pensais à ces deux-là en particulier. On a beaucoup de services et tout ça rentre dans une stratégie. Le earn, au début, c'est la première bonne étape. Auto-invest, c'est intéressant. Launchpad, c'est quelque chose d'assez technique et qui est assez intéressant à regarder parce que, moi, c'est mon produit phare. Mais il est extrêmement technique et il y a peu de personnes qui le connaissent. Le Launchpad, ça permet à ceux qui conservent des BNB de participer à des achats de tokens qui vont être listés sur Binance, qui ont été audités par Binance, etc., qui ont suivi le processus de listing. Ce qui fait qu'on observe des phénomènes intéressants pendant. Mais l'onboarding sur ce produit, il est d'une complexité folle. En fait, une fois qu'on annonce un Launchpad, on a 7 jours où on va avoir un comptage de nos BNB.
Et les BNB, c'est la monnaie qu'on a émise. Hein. Oui, pardon, j'ai pas précisé, mais c'est vrai, en tant que cliente, je connais. Voilà, c'est une monnaie qu'on a émise lors de notre création et qui est un peu au centre de la plateforme, qui est utilisée pour réduire les frais, mais aussi pour accéder à des produits, pour avoir plus de cashback sur la Binance Card, etc., etc. Et avec ces BNB-là, en fait, on va compter votre nombre de BNB et après, on a une phase de pooling où en fait, tout le monde engage le nombre de BNB qu'il veut pour investir, sachant qu'il y a un nombre vraiment fini sur la vente. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a $1 million de tokens en vente. Les gens vont mettre 10 millions au total. Ouais. C'est pas du tout ces sommes-là. Je dirais après, les sommes, c'est un peu effarant. Et si c'est comme ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste 10% des BNB de chacun. Ouais. On va, et on va donner les tokens. C'est intéressant pour les projets parce qu'en fait, la puissance d'une crypto aujourd'hui, c'est sa communauté. On en parle, on en reparle, c'est vraiment une valeur centrale. Plus tu as d'utilisateurs, plus ta monnaie va avoir de valeur. Ouais. Donc ça permet à des projets de directement disperser et acquérir beaucoup d'utilisateurs. La contrepartie, c'est que le token prend une valeur assez impressionnante. C'est pas un conseil financier. Non, on est d'accord. Mais voilà, la vérité montre et regardez les datas et faites vos recherches. Et c'est assez sioux. Et la plupart des projets sont assez énervés. C'est-à-dire que sur un an ou deux de conservation, on a vu des fois 50 se faire assez souvent. Dingue. Et alors l'autre produit phare, enfin un de celui qu'on peut citer, c'est celui de la carte. Ouais, c'est complexe la carte et on est très fiers de l'avoir lancée. Là justement, elle est lancée au Brésil avec Mastercard. Ouais. Donc c'est un beau lancement. Et on a le principe est très simple. Vous pouvez dépenser vos cryptos de façon directe via une carte Visa ou Mastercard, ça dépend des régions. Ouais. Donc les câblages sont différents de région en région, donc vous imaginez la complexité. Et derrière, en fait, vous avez aussi un cashback qui est sur le nombre de vos BNB. Qui est assez élevé. Hein. Moi, j'ai un peu halluciné. Hein. Ouais. On n'est pas habitué à ces niveaux de cashback. Ouais, 8%. Ça va jusqu'à 8%. Alors, tout le monde n'a pas 8%. Ouais. Mais quand on les a, oui, c'est assez incroyable. Et alors, l'autre point, parce que on s'en est parlé encore une fois, en fait, il y a plein de choses qui se passent avant l'enregistrement, mais donc c'est le volet fiscal. J'avais reçu Valtio, Pierre Morisot, qui était venu nous parler de la complexité que ça représentait de donner aux clients des reportings fiscaux qui soient cohérents et que c'était très, très compliqué à mettre en œuvre. Est-ce que vous avez mis en place des solutions internes, comme celle que je viens de mentionner, pour vos clients ? Ouais, alors déjà, on va revenir un peu sur la complexité. Pourquoi c'est complexe ? C'est parce que, en fait, si vous avez de l'argent réparti à plusieurs endroits, sur des valeurs crypto qui sont mobiles, au moment où vous faites une sortie fiat qui est un événement taxable en France, il faut que vous ayez une idée du total pour calculer votre plus-value. C'est le nœud du problème. C'est le seul point de complexité, mais il est très complexe. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est un outil qui, si vous êtes dans l'environnement de Binance avec tous vos éléments, on calcule la plus-value au moment où vous faites des événements fiat taxables. Maintenant, juste un point, en France, on a ce principe de le faire en événement taxable à cet endroit-là et d'avoir pas de perte et de calcul de perte sur des revenus qui sont pas de même nature. Donc ça simplifie la vie. L'avantage de ça, c'est que à 20 ans, tu peux apprendre sur la blockchain, faire des transactions. T'as pas à déclarer tant que t'as pas fait d'événement fiat. Aux États-Unis ou dans d'autres législations, c'est transaction par transaction et c'est dès la première transaction. Comme au Luxembourg. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'en fait, en termes d'adoption, c'est quand même un vrai moteur de se dire que j'ai pas besoin d'aller m'équiper d'un comptable dès le début. Ouais. Que je peux expérimenter sur la blockchain, faire des transactions, etc. Et après, quand j'ai des profits, j'ai la capacité de m'équiper. D'accord. Parfait. Alors, un des points aussi que je trouvais intéressant de creuser avec toi, c'était les relations que vous avez avec les institutionnels. Parce que donc ça, c'est un sujet qui est assez récurrent sur mon podcast. La façon dont les établissements plus traditionnels, la TradFi, se positionnent vis-à-vis de la crypto était très, très sur la réserve il y a 3-4 ans. Et depuis, on va dire 2 ans, de plus en plus se positionnent et sont intéressés de mettre en place des POC, mettre en place des partenariats. Quel genre de relation vous avez avec ce type d'institutionnel, donc au sens assez large, hein. Je pense aussi aux banques, aux sociétés de gestion ou autres. Et comment vous appréhendez ces acteurs de la finance traditionnelle ? Est-ce que vous les accompagnez ?
Alors, nous, on n'a pas de cellule de conseil à proprement parler. On exécute. Oui. Donc, on n'accompagne pas vraiment les institutionnels dans leur stratégie. On les laisse justement évaluer notre technologie et on les onboard. D'accord. Après, on a beaucoup de différents éléments parce qu'on a différents besoins. Il y a Broker qui nous permet d'avoir des systèmes câblés qui répondent à leurs attentes. On a le Binance institutionnel. Donc pour intégrer quoi en marque blanche les outils Binance. Broker vous permet de créer des comptes et des sous-comptes, donc de piloter la gestion de sous-comptes. Et c'est particulièrement adapté quand vous avez des clients qui veulent avoir accès à des solutions crypto et que vous êtes en capacité de les offrir, vous dans votre framework. Le deuxième élément, c'est custodial quand vous voulez avoir une stratégie vous-même sur vos capitaux. Que vous voulez et là-dessus on a une gamme de produits avec en plus une gestion à multi-compte qui permet de justement opérer à l'échelle d'une entreprise. Et après on a d'autres projets, on a d'autres produits, on a Link qui permet quasiment d'avoir un peu une marque blanche et de développer on top. Ok. Et ça c'est assez intéressant. On a l'OTC pour les échanges over the counter quand on arrive à certains niveaux de volume. Ouais. L'OTC est le plus intéressant. Voilà, on a développé notre gamme de produits. Maintenant, on n'est pas là à accompagner la stratégie des institutionnels parce que pour eux, en ce moment, ça leur appartient. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est intéressant de voir parce que voilà, il y a différents acteurs de l'écosystème que j'ai eu sur mon podcast où on a vraiment spécifiquement parlé de ça. Et je pense intéressant si les gens nous écoutent de savoir que Binance est également a également cette démarche. L'autre point que je voulais creuser avec toi, on a encore un petit peu de temps, c'est la volonté de certains acteurs de l'écosystème d'aller se faire réguler de façon encore plus costaud en étant par exemple un établissement de paiement ou une banque. Est-ce que à terme, quand tu te projettes, en tout cas sur l'Europe, c'est quelque chose que vous envisagez ou pas pour aussi pouvoir étendre les services? C'est vaste. C'est vaste et je sais pas. D'accord. Moi, je suis pas convaincu, mais c'est mon avis que personnel pour l'instant et c'est pas une décision qui va m'appartenir, je pense totalement. Ouais. Donc c'est un champ de connaissances où ça va un peu trop loin. Ouais. Moi, mon défi, on va dire, c'est de passer de start-up à institution financière. Et après, d'aller voir quelles sont les prochaines étapes. D'accord. Et c'est vraiment mon focus pour l'instant. Après, au niveau de la banque, est-ce que la nouvelle banque est une banque ? C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que, tu vois, le nouvel objet... Parce que les choses innovent. Je veux dire, une voiture, ça a toujours 4 roues. Mais tu vois, est-ce que la nouvelle banque, c'est une banque ? Intéressant. Ouais. Est-ce que, tu vois, l'objet doit avoir les mêmes contraintes, les mêmes machins ? Est-ce que c'est ça, l'objet, ou est-ce que c'est un objet entre les deux ? Est-ce que, tu vois, il y aura toujours des banques et il y aura un objet entre les deux ? Parce qu'on sait que les banques sur le retail, c'est pas rentable. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le retail ? Donc, c'est pas une banque. Donc, tu vois, il y a plein de questions que je me pose là-dessus. Mais encore une fois, moi, je suis pas du cru financier pur. Je suis plus un technologue, un mec qui a fait de l'innovation. Ouais. Donc, je sais aussi ne pas m'aventurer dans les territoires où je connais pas. Pas encore. Voilà. On verra. Ok, parfait. Alors, vos prochaines étapes pour Binance France, c'est quoi ? Bah écoutez, la première chose, c'est être en ordre de bataille sur MiCA. Ouais. Se préparer à tous les événements régulatoires qui vont arriver d'ici ces 2 prochaines années pour sécuriser le marché et donner de la transparence à nos utilisateurs, donner de la confiance. La deuxième, elle est sur les territoires. On a lancé notre Tour de France. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que la communauté, elle est partout. En fait, elle n'est pas qu'à Paris. Ouais. On avait pas mal centré sur Paris la première année, parce qu'on était en train de construire, etc. Mais maintenant, on a à cœur d'aller voir les autres communautés. Lyon, on l'a fait récemment, on va faire Strasbourg Et vous faites quoi, des meet-up ? On fait des séquences de... Alors au départ, là, ça a commencé juste par meet-up, ensuite grand restaurant avec toute la communauté, etc. On va commencer à épaissir un peu, 2-3 jours, des activités avec aussi tout l'écosystème de Binance, Trust Wallet, onboarding d'utilisateurs, voir la décentralisation, voir comment ça marche, des séquences d'éducation. Le but, si tu veux... pour moi, je suis convaincu d'un truc, c'est que si j'ai les meilleurs utilisateurs, j'ai un marché sain et un écosystème qui prend des bonnes décisions. Donc, il faut que je les amène à devenir meilleurs, ces utilisateurs. Comment je les amène à devenir meilleurs ? Aujourd'hui, très simplement, en leur faisant bien connaître l'écosystème, en leur faisant bien utiliser la plateforme. Ouais, super. Ben écoute, on a hâte. Où est-ce qu'on peut trouver les dates des meet-up ? Là, le prochain, c'est Strasbourg. J'ai
plus la date en tête, mais je crois que c'est fin février, c'est 25-27, je crois. Bah, ce sera publié l'épisode. Voilà. Je ne sais pas, je sais plus quand je publie cet épisode. Et on révèle tous les mois les prochaines étapes. Voilà, ça nous donne aussi le choix. Excellent. Parfait, merci beaucoup. Alors, je clôture toujours, mes auditeurs sont au courant, sur une recommandation. Alors, j'aime bien la lecture, donc c'est toujours très personnel. Moi, je demande des bouquins, mais peut-être que tu n'aimes pas lire. Donc, si tu as une recommandation de podcast ou de film, tout sujet confondu, je suis preneuse. Ah non, lecture. Moi, j'ai beaucoup lu, mais moins dernièrement. Ça me manque un peu à chaque fois. La Horde du Contrevent, de Alain Damasio. Comme ça, là. C'est un super livre qui raconte justement... C'est aventure c'est très poétique. D'accord. C'est des gens c'est dans un monde où le vent va dans une seule direction et peut devenir très violent, peut ensevelir des villes, etc. C'est une équipe qui s'est formée et qui se forme de génération en génération pour aller à l'origine du vent, pour avancer contre le vent. C'est beau, ça. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que voilà, il y a quelque chose derrière cette aventure. Il y a toute une métaphore. Voilà, il y a toute une métaphore qui est assez intéressante. Hyperion, c'est un classique de la science-fiction, il faut l'avoir lu. Je pense que ça rend plus intelligent. Et La Tour sombre de Stephen King, qui est son roman. Enfin, si vous vous y aventurez, c'est 7 tomes. Ah ouais. Mais c'est génial. D'accord, Le Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais. Merci David, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.